Article 2. Section 1. Le pouvoir exécutif sera confié à un président des États-Unis d'Amérique. Il exercera ses fonctions pendant un mandat de 4 ans et, avec le vice-président, élu pour le même mandat, sera élu comme suit. Chaque État désignera, selon la manière que sa législature pourra prescrire, un certain nombre d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auxquels l'État peut prétendre au Congrès, mais aucun sénateur, représentant ou personne occupant une fonction de confiance ou de profit sous les États-Unis ne pourra être nommé électeur. Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par scrutin pour 2 personnes, dont au moins l'une ne sera pas habitante du même État qu'eux-mêmes. Ils dresseront une liste de toutes les personnes pour lesquelles ils ont voté, ainsi que du nombre de voix pour chacune. Ils signeront et certifieront cette liste, et la transmettront scellée au siège du gouvernement des États-Unis, adressée au président du Sénat. Le président du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira tous les certificats, et les voix seront alors comptées. La personne ayant le plus grand nombre de voix sera le président, si ce nombre constitue une majorité du nombre total d'électeurs nommés, et s'il y en a plus d'un qui ont une telle majorité et un nombre égal de voix, alors la Chambre des représentants choisira immédiatement par scrutin l'un d'entre eux pour être président, et si aucune personne n'a de majorité, alors la dite Chambre choisira de la même manière le président parmi les 5 premiers de la liste. Mais lors du choix du président, les votes seront pris par État, chaque État ayant une voix. Un quorum à cet effet sera constitué par un membre ou des membres des 2/3 des États, et une majorité de tous les États sera nécessaire pour effectuer un choix. Dans tous les cas, après le choix du président, la personne ayant le plus grand nombre de voix des électeurs sera le vice-président. Mais s'il reste 2 personnes ou plus qui ont des voix égales, le Sénat choisira par scrutin le vice-président parmi elles. Le Congrès pourra déterminer le moment de la nomination des électeurs, et le jour où ils devront donner leur voix. Ce jour sera le même dans tous les États-Unis. Aucune personne, sauf un citoyen naturel, ou un citoyen des États-Unis, au moment de l'adoption de cette Constitution, ne sera éligible à la fonction de président, et aucune personne ne sera éligible à cette fonction si elle n'a pas atteint l'âge de 35 ans, et n'a pas été résidente aux États-Unis pendant 14 ans. En cas de destitution du président de son office, ou de son décès, de sa démission, ou de son incapacité à exercer les pouvoirs et les devoirs dudit office, ceux-ci seront transférés au vice-président, et le Congrès pourra, par la loi, prévoir le cas de destitution, de décès, de démission ou d'incapacité, tant du président que du vice-président, en déclarant quel officier exercera alors la fonction de président, et cet officier exercera ses fonctions en conséquence, jusqu'à ce que l'incapacité soit levée, ou qu'un président soit élu. Le président recevra, à intervalles réguliers, une rémunération pour ses services, qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne recevra aucune autre rémunération des États-Unis, ou d'aucun d'entre eux, pendant cette période. Avant d'entrer en fonction, il prêtera le serment ou fera la déclaration suivante: « Je jure solennellement, ou je déclare solennellement, que j'exécuterai fidèlement la fonction de président des États-Unis, et que, selon mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. » Section 2. Le président sera le commandant en chef de l'armée et de la marine des États-Unis, et de la milice des différents États. Lorsqu'ils seront appelés en service effectif des États-Unis, il pourra exiger l'avis, par écrit, du principal responsable de chacun des départements exécutifs, sur tout sujet concernant les devoirs de leurs fonctions respectives, et il aura le pouvoir d'accorder des répits et des pardons pour des offenses contre les États-Unis, sauf en cas de destitution. Il aura le pouvoir, avec le consentement des 2/3 du Sénat, de conclure des traités, à condition que 2/3 des sénateurs présents y consentent, et il nominera, avec le consentement du Sénat, des ambassadeurs, d'autres ministres publics et consuls, des juges de la Cour suprême,
et tous les autres fonctionnaires des États-Unis dont les nominations ne sont pas prévues autrement par la présente Constitution, et qui seront établis par la loi. Mais le Congrès pourra, par la loi, investir le président seul, les tribunaux de justice, ou les chefs de département, du pouvoir de nommer de tels fonctionnaires subalternes qu'il jugera convenables. Le président aura le pouvoir de pourvoir à toutes les vacances qui pourront survenir pendant le congé du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de leur prochaine session. Section 3. Il donnera de temps à autre des informations au Congrès sur l'état de l'Union, et recommandera à leur considération les mesures qu'il jugera nécessaires et opportunes. Il pourra, en cas d'occasions extraordinaires, convoquer les deux chambres, ou l'une d'elles, et en cas de désaccord entre elles concernant le moment de l'ajournement, il pourra les ajourner au moment qu'il jugera convenable. Il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics. Il prendra soin que les lois soient fidèlement exécutées, et donnera commission à tous les fonctionnaires des États-Unis. Section 4. Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions en cas de destitution, de corruption, ou d'autres crimes graves et délits, sur accusation, impeachment, et condamnation. Article 3. Section 1. Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême, ainsi qu'à de tels tribunaux inférieurs que le Congrès pourra établir de temps à autre. Les juges, tant de la Cour suprême que des tribunaux inférieurs, exerceront leurs fonctions pendant une bonne conduite, et recevront, à intervalles réguliers, une rémunération pour leur service, qui ne pourra être diminuée pendant la durée de leurs fonctions. Section 2. Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas, en droit et en équité, découlant de cette Constitution, des lois des États-Unis et des traités conclus, ou qui seront conclus, sous leur autorité, à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, à tous les cas de juridiction maritime et maritime, à toutes les controverses auxquelles les États-Unis seront parties, à toutes les controverses entre deux ou plusieurs États, entre un État et des citoyens d'un autre État, entre des citoyens de différents États, entre des citoyens du même État revendiquant des terres sous les concessions de différents États, et entre un État, ou les citoyens de cet État, et les États étrangers, citoyens ou sujets. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, et dans lesquels un État sera partie, la Cour suprême aura une juridiction originale. Dans tous les autres cas mentionnés ci-dessus, la Cour suprême aura une juridiction d'appel, tant en matière de droit que de fait, avec de telles exceptions et sous de telles réglementations que le Congrès pourra établir. Le jugement de tous les crimes, sauf en cas de destitution, sera rendu par un jury, et ce jugement se tiendra dans l'État où les dits crimes auront été commis, mais lorsqu'ils n'auront pas été commis dans un État, le jugement se tiendra à un endroit ou à des endroits que le Congrès pourra, par la loi, avoir désigné. Section 3. La trahison contre les États-Unis consistera uniquement à faire la guerre contre eux, ou à adhérer à leurs ennemis, leur donner aide et assistance. Nulle personne ne sera déclarée coupable de trahison, à moins qu'elle ne soit convaincue par le témoignage de deux témoins du même acte manifeste, ou par aveu en plein tribunal. Le Congrès aura le pouvoir de déclarer la punition de la trahison, mais nulle atteinte de trahison ne confondra la descendance, ni n'entraînera de confiscation, sauf pendant la vie de la personne atteinte. Article 4. Section 1. Une fois complète et un crédit doivent être accordés dans chaque État aux actes publics, registres et procédures judiciaires de chaque autre État. Et le Congrès peut, par des lois générales, prescrire la manière dont de tels actes, registres et procédures devront être prouvés, et l'effet qu'ils auront. Section 2. Les citoyens de chaque État seront admis à tous les privilèges et immunités des citoyens des différents États. Une personne accusée dans un État de trahison, de crime, ou d'un autre délit, qui s'enfuira de la justice et sera trouvée dans un autre État, sera,
sur demande de l'autorité exécutive de l'État dont elle s'est enfuie, livrée pour être ramenée dans l'État ayant juridiction sur le crime. Nulle personne retenue dans un État en vertu des lois de celui-ci, en s'enfuyant dans un autre État, ne sera, en raison d'une loi ou réglementation de cet autre État, libérée de cette servitude ou de ce travail, mais elle sera livrée sur réclamation de la partie à qui appartient cette servitude ou ce travail. Section 3. De nouveaux États peuvent être admis par le Congrès dans cette union, mais aucun nouvel État ne sera formé ou érigé dans la juridiction d'un autre État, et aucun État ne sera formé par la jonction de deux ou de plusieurs États, ou de parties d'États, sans le consentement des législatures des États concernés ainsi que du Congrès. Le Congrès aura le pouvoir de disposer et d'établir toutes les règles et réglementations nécessaires concernant le territoire ou toute autre propriété appartenant aux États-Unis, et rien dans cette Constitution ne sera interprété comme préjudiciable à toute prétention des États-Unis ou d'un État particulier. Section 4. Les États-Unis garantiront à chaque État de cette Union une forme républicaine de gouvernement, et les protégeront contre toute invasion, et sur demande de la législature, ou de l'exécutif, lorsque la législature ne peut être convoquée, contre la violence domestique. Article 5. Le Congrès, chaque fois que les 2/3 des deux chambres le jugeront nécessaire, proposera des amendements à cette Constitution, ou, sur la demande des législatures des 2/3 des différents États, convoquera une convention pour proposer des amendements, qui, dans les deux cas, seront valables pour tous les objets et buts, comme partie de cette Constitution, lorsqu'ils seront ratifiés par les législatures des 3/4 des différents États, ou par des conventions dans les 3/4 d'entre eux, selon que l'une ou l'autre de ces modalités de ratification sera proposée par le Congrès, à condition qu'aucun amendement qui pourrait être fait avant l'année 1808 n'affecte de quelque manière que ce soit les 1er et 4e articles de la 9e section du premier article, et qu'aucun État ne soit privé de son suffrage égal au Sénat sans son consentement. Article 6. Toutes les dettes contractées et les engagements pris, avant l'adoption de cette Constitution, seront aussi valables contre les États-Unis en vertu de cette Constitution que sous la Confédération. Cette Constitution, et les lois des États-Unis qui seront faites en conformité avec elle, et tous les traités conclus, ou qui seront conclus, sous l'autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays, et les juges de chaque État seront liés par cela, toute disposition contraire dans la Constitution ou les lois de tout État nonobstant. Les sénateurs et représentants avant mentionnés, ainsi que les membres des différentes législatures d'État, et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant des États-Unis que des différents États, seront tenus de prêter serment ou de faire une déclaration pour soutenir cette Constitution, mais aucun test religieux ne sera jamais exigé comme qualification pour occuper une fonction ou une charge publique sous les États-Unis. Article 7. La ratification des conventions de 9 États sera suffisante pour l'établissement de cette Constitution entre les États qui ratifieront la même.